Bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur Radio Alpes-Mancel, un magazine social qui parle des associations, du handicap et de la société. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Pour ce magazine, aujourd'hui, nous recevons Sophie Dubé, présidente de l'association Orne-Lyme. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. Pour commencer, nous allons parler de la maladie de Lyme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une tique ? Alors, une tique, c'est un petit acarien, un petit animal qui n'est pas un insecte, qui ne vole pas, mais qui est un arthropode, c'est-à-dire un invertébré avec des pattes articulées. Et en gros, c'est de la même famille que les acariens des poussières ou que les aoutas. Alors les tiques existent dans le milieu naturel, surtout dans les endroits où l'humidité atmosphérique est importante, et se développent en suçant le sang d'animaux, et avec 3 phases. Une phase qu'on appelle la larve, suivie par la nymphe, et enfin l'adulte qui se reproduit et qui pond des œufs qui vont redonner des larves. Alors comment vit justement cette tique ? L'essentiel de la vie d'une tique se passe à attendre un hôte pour pouvoir se fixer dessus. En fait, dans toute sa vie, une tique ne va prendre que 3 repas de sang sur 3 hôtes différents. Entre les 2 repas successifs, il y a une phase où elle va digérer le sang qu'elle a pris et elle va se transformer dans la phase suivante, ou si c'est une femelle adulte, elle va pondre ses œufs puis ensuite mourir. Donc une tique passe la plupart de son temps à attendre un hôte dans le milieu naturel, ce qui fait que la longueur de son cycle est très différente en fonction de si elle a de la chance ou si elle n'en a pas. Et ça veut dire aussi que sur toute l'année, on va trouver tous les stades de tiques mélangés. C'est pas comme une espèce qui se développerait en un an et qui ferait un cycle complet. On va trouver aussi bien des larves, des nymphes et des adultes à toutes les époques de l'année. La seule chose qui les gêne beaucoup, c'est la sécheresse de l'air, parce qu'elles ne peuvent pas boire et que du coup, elles se déshydratent. Elles sont obligées, quand il fait très sec, d'aller se réfugier dans le sol, dans les anfractuosités, sous les feuilles mortes, etc. Et du coup, dans les périodes de très sèches, on va pas en trouver, ou très peu. Et le grand froid aussi les gêne, mais là, faut descendre vraiment en dessous de 5 degrés. Et puis, avec les hivers qu'on a maintenant, avec des redoux, s'il fait 12 degrés et qu'il pleut en hiver, vous pouvez encore avoir des tiques, même au mois de janvier. Donc, on n'a pas tellement de pause, finalement, pendant la saison d'hiver. On en aura peut-être plus au niveau d'une saison très sèche, pendant un été où il pleut pas pendant plusieurs semaines. On va être un petit peu tranquille par rapport à ça. Alors sinon, comment pique-t-elle ? La tique a un rostre, c'est-à-dire donc des pièces buccales, en particulier une partie qui ressemble un peu à un harpon. Et en fait, quand elle s'installe sur un hôte, elle va creuser un trou avec d'autres pièces buccales qui s'appellent les chélicères. Elle va ensuite, elle sécrète de la salive qui dissout tranquillement les tissus et qui anesthésie la peau, ce qui fait qu'on ne sent pas du tout sa piqûre. Et puis tranquillement, elle enfonce son rostre jusqu'à ce qu'elle soit bien installée, bien enfoncée. Là, elle va sécréter une espèce de sément autour de colle qui va la maintenir en place. Et là, elle reste pendant plusieurs jours, enfin plusieurs heures quand c'est une larve. Et pour une femelle adulte qui a besoin de multiplier son volume par 600, tellement elle se gorge de sang, elle devient assez grosse à ce moment-là. Et c'est là qu'on la voit, par exemple, sur les animaux domestiques, où elle devient vraiment très très visible. Et donc voilà, et puis elle se nourrit de sang jusqu'à en être gavée. On dit qu'elle est gorgée, et c'est seulement quand elle a fait le plein qu'elle se détache d'elle-même. Elle ne va pas rester là, elle se détache, soit pour muer et passer dans la phase suivante, soit si c'est une femelle adulte pour pondre ses œufs et se reproduire comme ça. Et concrètement, où pique la tique ? À peu près n'importe où, mais avec peut-être une préférence effectivement pour certaines zones du corps. On la trouve souvent dans les endroits chauds et où la peau est plus fine. Alors ça va être souvent dans les plis des membres, par exemple derrière le genou ou dans le pli du coude. On la trouve à l'aine aussi, près des parties génitales, dans le nombril, mais on peut la trouver sinon à peu près n'importe où, parce qu'on a vu des piqûres de tique par exemple entre les orteils, sur le mollet, un peu n'importe où. En fait, les enfants sont un petit peu plus exposés aux piqûres sur la tête, particulièrement au niveau des oreilles ou des yeux, ou carrément dans le cuir chevelu.
Puisque comme ils sont plus petits, les tiques vont accéder plus facilement à ces parties-là de leur corps par rapport à un adulte. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi depuis tout à l'heure on parle bien sûr de la tique? La tique nous prélève un petit peu de sang, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un vecteur de maladie. Elle transporte, à ce jour, on connaît 30 maladies qui peuvent affecter la santé humaine, qui sont véhiculées par la tique. Elle en transporte également beaucoup qui n'affectent apparemment pas la santé humaine, en tout cas on n'a pas d'argument pour, mais qui peuvent rendre des animaux malades. Il y a par exemple la pyroplasmose du chien ou du cheval qui sont transmis par les tiques, la babésiose chez la vache. La babésiose, ça peut toucher aussi les êtres humains, mais bon, ce sont vraiment des vecteurs importants. En fait, ce sont les deuxièmes vecteurs au niveau mondial derrière les moustiques par rapport à la transmission de maladies, de ce qu'on appelle aussi des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui peuvent toucher à la fois les animaux et les êtres humains. Parlons maintenant des différents symptômes, les différentes phases notamment. Alors là, on parle de la maladie de Lyme, plus précisément, qui est la maladie vectorielle transmise par les tiques, qui est la mieux connue, enfin la plus connue. Ce qui ne veut pas dire qu'on la connaisse très bien, d'ailleurs, on a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette maladie, mais j'insiste bien sur le fait que quand vous êtes piqué par une tique, et si vous avez des symptômes qui se développent, ça peut être une maladie de Lyme, mais ça peut être n'importe laquelle des 29 autres maladies. Donc ce que je vais dire sur la maladie de Lyme ne concerne que la maladie de Lyme, mais il peut y avoir donc toutes ces autres maladies qui sont transmises. Alors les symptômes de la maladie de Lyme. Dans un premier temps, lorsqu'on vient d'être contaminé, il arrive, mais c'est loin d'être dans tous les cas, c'est à peu près entre une fois sur 3, une fois sur 2, on ne sait pas trop, justement, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas sur la maladie de Lyme, pourquoi dans certains cas il y a ça et dans d'autres cas il n'y en a pas. C'est une rougeur qui est centrée au niveau de la piqûre de la tique et qui grandit en pâlissant au centre. Et cette rougeur s'appelle un érythème migrant. Et c'est un signe qui est très typique, caractéristique de la maladie de Lyme, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans tous les cas, mais par contre, quand il apparaît, le diagnostic est obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de tests sanguins ou aucun examen supplémentaire. Si vous avez un érythème migrant qui apparaît à l'endroit où vous avez été piqué par une tique, ou même si on n'a pas vu la tique d'ailleurs, si vous avez un érythème migrant, le diagnostic de maladie de Lyme est automatique. Et donc, c'est ce qu'on considère comme donc la phase primaire, la phase localisée, précoce, vraiment la réaction immédiate. Ça s'accompagne en général d'un syndrome grippal, c'est-à-dire de la fièvre, de la fatigue, des douleurs un petit peu partout, comme quand vous avez la grippe avec les fameuses courbatures de grippe. Ça peut être des maux de tête aussi et souvent des problèmes gastro-intestinaux. Donc ça peut faire penser à une gastro ou à une grippe, sauf que c'est pas du tout ça, c'est la maladie de Lyme. Et faut toujours être vigilant quand vous avez un syndrome grippal qui apparaît, ou même une gastro qui apparaît en pleine saison des tiques. Alors, on a dit tout à l'heure que les tiques pouvaient être présentes à peu près tout le temps dans l'année, mais il y a quand même un boom au printemps, au moment où on a une combinaison des premières températures clémentes avec beaucoup d'humidité. Et également à l'automne, si l'automne est doux et humide, on va avoir un deuxième boom au niveau des populations de tiques. Et, enfin, disons qu'elles vont plus monter sur la végétation pour rechercher des hôtes, puisqu'elles seront dans des bonnes conditions. Et donc, on a un boom de contamination au printemps et à l'automne. Et donc, si vous avez un syndrome grippal dans ces périodes-là, il faut quand même toujours penser à la possibilité que ça soit pas une grippe ou une gastro, mais une maladie de Lyme débutante. Et puis après, donc vous avez ce qui se passe en fait si vous ne détectez pas la maladie de Lyme et que vous ne la soignez pas dans cette première phase, les symptômes deviennent beaucoup plus variés et ça part un petit peu dans tous les sens. En fait, il n'y a quasiment pas une partie de votre corps qui fonctionne normalement, mais ça s'installe souvent de façon assez insidieuse, progressive. Alors c'est toujours, il y a toujours des douleurs, il y a toujours de la fatigue et il y a souvent des problèmes cognitifs, c'est-à-dire par exemple des difficultés à se concentrer, des difficultés à trouver ses mots, des pertes de mémoire, et donc la fatigue qui est sans explication, c'est-à-dire que vous êtes fatigué au-delà du raisonnable et vous avez beau vous reposer, cette fatigue ne part pas, vous êtes fatigué constamment. Et puis vous avez donc ces douleurs. Là encore, on pense souvent aux douleurs articulaires quand on parle de Lyme, mais les douleurs sont très variées avec la maladie de Lyme. Ça peut être vraiment articulaire, mais ça peut être tendineux, musculaire, ou des douleurs de type neurologique. C'est-à-dire, vous avez des sortes de douleurs le long des trajets des nerfs, ou comme des pincements qui vous prennent à l'intérieur. Vous ne savez pas trop pourquoi. Vous avez l'impression qu'on vous tord quelque chose à l'intérieur. Ça fait très 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 mal, et puis ça s'en va. Des choses un peu bizarres qui font qu'on hésite parfois à en parler au médecin. Vous avez aussi par exemple des paresthésies, c'est-à-dire des fausses sensations,
des sensations de fourmillement, ou comme si vous aviez de l'eau chaude ou de l'eau froide qu'on vous verse sur une main, ou il y a des gens qui décrivent la sensation de marcher dans des toiles d'araignée, ils ont l'impression d'avoir des fils sur le visage, c'est très très perturbant. Et ça, ce sont donc des troubles neurologiques. Et puis, dans les cas plus graves, ça peut aller jusqu'à des paralysies qui peuvent être complètes du corps, associées à des douleurs. C'est vraiment quelque chose d'assez terrible. Mais bon, heureusement, c'est pas la majorité des cas. Voilà, donc vous voyez que c'est des symptômes qui partent vraiment dans tous les sens. Et puis bon, la différence entre la phase précoce, la phase disséminée précoce ou disséminée tardive, c'est pas très clair non plus. Ça fait partie des choses qui sont pas très bien étudiées. On peut arriver très très vite dans des symptômes graves, comme il y a des gens qui par contre peuvent traîner pendant des années avec juste quelques petits symptômes et finalement s'en accommoder assez bien. C'est extrêmement variable selon les personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que chez certaines personnes, au bout d'un moment, on arrive à une situation où, malgré les traitements, la guérison est extrêmement longue à obtenir, extrêmement difficile. Et donc, on peut parler à ce moment-là de maladie de Lyme chronique, où on a des gros déficits immunitaires qui s'installent avec un déséquilibre total au niveau des lymphocytes et des choses comme ça qui font que là, on est dans une situation qui va nécessiter une prise en charge très prolongée de la personne. Alors, sinon, comment prévenir justement la maladie de Lyme ? Alors, dans la mesure où elle se transmet par les piqûres de tiques, il est évident que si on évite les piqûres de tiques, on risque beaucoup moins de l'attraper. Cela dit, les conseils qui sont donnés sont très très bons pour les citadins qui s'exposent une fois par mois, voire 2 fois par an, à une randonnée dans la nature. Pour des gens qui vivent au contact permanent de la nature, qui ont un jardin, qui jardinent, pour les chasseurs, les randonneurs, tous les gens qui pratiquent des activités en plein air, et donc les gens de milieu rural, ces conseils sont un petit peu faciles à donner, mais beaucoup plus difficiles à suivre. Qu'est-ce qu'on conseille pour éviter les piqûres de tiques? Alors, il y a le conseil radical, n'allez pas là où il y a des tiques. Bon, c'est très bien pour les gens qui vivent sur le béton, mais comme des tiques, maintenant il y en a partout. Avant, il y en avait essentiellement dans les forêts, mais maintenant on en trouve dans les jardins, et des gens qui se font piquer sur des petits carrés de pelouse dans les villes. Donc, éviter d'aller où elles vont, ça devient difficile. Après, il y a s'habiller de façon adaptée, c'est-à-dire essayer d'éviter que la tique puisse se glisser jusqu'à votre peau pour vous piquer. La tique ne piquera pas à travers les vêtements. Et donc, il faut éviter d'avoir des vêtements qui baillent, en particulier vers le bas, puisque la tique étant quand même beaucoup plus présente au niveau du sol qu'en hauteur, en général, elle va arriver par le bas. Par exemple, elle va se laisser tomber sur votre jambe ou votre chaussure et elle va remonter. Donc on préconise d'avoir, si on va dans le milieu naturel, que ce soit pour aller ramasser des champignons ou pour aller faire son jardin, d'avoir déjà des chaussettes assez longues et qu'on va mettre par-dessus le pantalon de façon à ce que la tique, si elle tombe sur votre chaussure, monte le long de votre chaussette et ne puisse pas passer sur votre peau puisqu'elle va arriver sur le pantalon à ce moment-là. La tique n'a pas trop le réflexe de redescendre pour remonter, donc elle va continuer à monter. Et quand elle va arriver au niveau de la ceinture, c'est là qu'il faut avoir un t-shirt assez long dans le pantalon, de façon à ce qu'en arrivant à la ceinture, elle trouve le t-shirt et qu'elle soit obligée de monter. Alors après, on a le problème avec les mains, le cou, etc. Surtout si vous jardinez ou si vous ramassez des champignons. Et donc, il faut à ce moment-là compléter avec du répulsif. Alors, il en existe de différentes marques. Il faut demander conseil à un pharmacien. Pour éviter de mettre du répulsif sur le visage ou sur la tête, on peut mettre un chapeau avec du répulsif pulvérisé dessus et au foulard autour du cou, pareil avec un répulsif. Après, il faut savoir que quand on est vraiment tous les jours dans la nature, si on doit pulvériser du répulsif sans arrêt, il y a aussi les effets du répulsif lui-même, donc il faut faire attention aussi. Et il y en a qui ne sont pas recommandés pour les enfants, donc bien demander conseil à un pharmacien. Et puis il y a les conseils pour ce qui se passe si malgré les précautions vous avez des tiques que vous voyez. Alors je précise quand même que si vous avez attrapé une nymphe ou une larve, il est possible que vous ne la voyiez pas. Parce qu'elles sont tellement petites et si elles sont placées dans un endroit du corps où vous n'avez pas de vue directe dessus et vous n'avez personne pour vous aider à regarder partout sur votre corps si vous en avez, comme on ne sent pas la piqûre parce qu'elle n'est pas douloureuse, elle ne démange pas, c'est pas impossible que vous ayez été piqué par des tiques et vous ne le sachiez pas. Maintenant, si vous en avez une que vous voyez, en général, ce sont les femelles adultes parce qu'elles sont plus grosses. Il faut la retirer le plus vite possible, dans la mesure où plus elle reste accrochée longtemps, plus elle a le temps de vous transmettre des agents infectieux.
Donc il faut la retirer avec ce qu'on appelle un tire-tique ou un crochet à tique qui se vend en pharmacie ou chez les vétérinaires. Il faut vraiment en avoir absolument chez soi et même je dirais dans son sac quand on vit dans nos régions. On ne sait jamais quand on va en avoir besoin pour nous, pour les enfants, pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir sur soi. Et il faut glisser le tire-tique qui ressemble un petit peu à un pied de biche miniature en plastique sous la tique et puis tourner pour en fait coucher les dents du rostre qui ressemble à un harpon. Donc si vous tournez la tique, les dents vont se coucher et vous allez pouvoir la retirer facilement. Ça vient vraiment tout seul si vous avez fait 1 ou 2 tours. Par contre, si vous essayez de l'enlever comme ça en tirant, que ce soit avec une pince ou n'importe quoi, il y a une forte probabilité que le rostre se casse. Et que du coup vous gardiez un corps étranger qui n'est pas très bon pour la suite. Disons qu'il peut favoriser l'infection. Il ne faut pas non plus mettre de produits dessus parce que certaines personnes, alors il n'y a pas d'unanimité là-dessus, mais un certain nombre de scientifiques disent que si vous mettez de l'éther ou de l'alcool ou quoi que ce soit sur la tique, en fait vous allez risquer qu'elle régurgite le contenu de son estomac et qu'elle risque de vous contaminer encore plus comme ça. Donc il faut vraiment l'enlever sans la stresser, on va dire, le plus vite possible et le plus proprement possible. Et pour ça, le crochet à tique, c'est quand même la meilleure solution. Alors, une question que je me pose, peut-on soigner la maladie de Lyme ? Alors, il y a des traitements, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que plus elle est prise tôt, si vous avez la chance d'être pris en charge correctement dès l'érythème migrant, si vous avez la chance d'avoir un érythème migrant et qu'il est bien reconnu par votre médecin, ce qui n'est pas toujours le cas, et que le médecin sait bien ce qu'il faut faire et qu'il prend ça au sérieux, il faut donner rapidement en fait des antibiotiques. Le traitement qui est recommandé à ce moment, c'est la doxycycline 200 mg par jour pendant 14 à 21 jours. Ça, c'est vraiment le traitement pour un érythème migrant, à la limite même sans aucune complication. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de syndrome grippal, mais vous avez cet érythème migrant avec 14 jours d'oxycycline, voire 21 jours. Vous avez une bonne chance de vous en sortir et que ça s'arrête là. Par contre, dès qu'on a déjà des symptômes disséminés, c'est déjà plus problématique. Et il faut savoir qu'il y a une énorme polémique médicale en ce moment sur justement la prise en charge de la maladie de Lyme. Et là-dessus, je ne vais pas être très politiquement correcte, mais je vais dire la réalité. C'est que vous avez une certaine quantité de médecins, en général liés avec la Société de pathologie infectieuse de langue française, qu'on appelle la SPILF, qui nient totalement que Lyme puisse devenir chronique et qui disent qu'il suffit d'un traitement court, 2 semaines de doxycycline pour guérir la maladie de Lyme. Et quand on vous dit les gens ont toujours des symptômes, sont toujours malades, ils nous répondent ce n'est plus la maladie de Lyme ou ça n'a jamais été la maladie de Lyme, ce n'est pas la maladie de Lyme. Et j'ai demandé à l'un de ces médecins, puisque ces gens-là disent qu'ils sont des scientifiques, de me dire quelles sont les études scientifiques sur lesquelles ils se basent pour affirmer qu'il suffit de donner 14 jours de doxycycline pour guérir une maladie de Lyme. Et cette personne, ce médecin, qui est très connu dans le domaine de Lyme, m'a dit qu'il n'y en avait pas d'études scientifiques. Donc en fait, leur opinion, elle repose uniquement c'est une opinion, voilà, c'est un dogme, ils pensent que c'est comme ça. Bon, nous, moi je suis présidente d'une association de malades qui s'appelle Orne Lyme, et comme vous l'avez dit, et notre association, elle est composée que de gens qui sont en maladie chronique. Donc ce sont des gens chez qui les traitements courts n'ont pas suffi et qui sont toujours malades et qui sont obligés d'être pris en charge sur la durée et qui ont beaucoup de difficultés à se faire soigner. Donc pour répondre à votre question qui était est-ce qu'on peut soigner et guérir la maladie de Lyme, je dirais qu'on a surtout besoin que la recherche soit faite justement pour suivre dans la durée les malades de Lyme, sachant que d'abord il y a certains médecins qui par ignorance, je suppose, ne donnent pas même pas le traitement qui est recommandé, c'est-à-dire vont donner par exemple 1 semaine d'antibiotiques et non pas les 2 à 3 semaines qui sont recommandées. Donc ça, il faut que ça s'arrête, il faut absolument que les médecins donnent le traitement, au minimum ce traitement-là. Et il y a aussi beaucoup de médecins qui pensent que si vous avez l'érythème migrant, c'est que vous pouvez avoir la maladie de Lyme, mais qu'il faut faire un test sérologique pour être sûr que c'est ça. Et ça, c'est une grave erreur, parce qu'en réalité, si vous venez d'être piqué et que vous êtes au tout début de contamination, les tests sérologiques seront négatifs, parce que vous n'avez pas eu le temps de fabriquer les anticorps.
Et il faut absolument pas attendre, il faut soigner le plus vite possible. Et je rappelle que l'érythème migrant, c'est un signe de la maladie de Lyme, c'est un signe qu'on appelle pathognomonique, c'est-à-dire que vous avez l'érythème migrant, où le diagnostic est fait, vous savez que vous avez la maladie de Lyme. Donc déjà, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à soigner les gens dès le départ avec ces fameuses 2 semaines de doxycycline, peut-être qu'on aura moins de malades chroniques déjà dans la suite, mais c'est pas sûr que ça suffit chez certaines personnes. Et là, on entre dans un domaine extrêmement complexe, et je vous ai dit au début de l'émission qu'il y a 29 autres maladies transmises par les tiques. Quand vous attrapez la maladie de Lyme, rien ne dit que vous n'avez pas attrapé l'un ou l'autre des autres agents pathogènes. À ce moment-là, vous êtes dans une multi-infection. Et comment on soigne ça? En fait, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et donc, il faut absolument que les pouvoirs publics financent de la recherche pour savoir vraiment comment on peut prendre en charge cette maladie. Je rajouterais qu'il y a eu l'année dernière des nouvelles recommandations qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé, que dans ces nouvelles recommandations, justement, ils ont défini ce qu'on appelle le syndrome persistant polymorphe après piqûre de tique, SPPT en abrégé. Alors c'est un mot assez long, etc., mais en gros ça veut dire que si vous avez été piqué par des tiques, dans certains cas vous pouvez développer des symptômes qui sont chroniques, et que dans ce cas-là il faut vous prendre en charge. Ça c'est une avancée qu'il y a eu l'année dernière. Le problème c'est que, de nouveau, les fameux médecins dont je parlais tout à l'heure, en particulier la Société de pathologie infectieuse française, refusent de reconnaître ces nouvelles recommandations. Donc on est dans une vraie bataille rangée entre deux positions médicales, et nous les malades on est là, on attend d'être soignés, et on a l'impression que là au lieu d'avancer, en fait on a reculé. On est vraiment dans une situation difficile en ce moment au niveau national. J'ai pas l'habitude de tenir des propos défaitistes, parce que les malades de Lyme sont déjà assez découragés, mais là on peut pas faire l'autruche non plus. On peut pas dire que tout va bien et que les choses avancent au niveau national. C'est plutôt la catastrophe en ce moment. Alors revenons un petit peu au niveau de cette association Orne Lyme, peut-être son histoire, son origine et son but bien sûr. Donc Orne Lyme existe depuis 2016, mais elle a fait suite en fait à une section locale de l'association France Lyme dont je m'occupais. À un moment donné, donc avec les gens de cette section, on a préféré faire une association locale, de manière à se concentrer sur ce qui se passe vraiment dans la région, et laisser à d'autres associations nationales le soin de s'occuper justement de ces grandes lignes directrices au niveau national, même si évidemment ce qui se passe au niveau national a des conséquences après pour nous. Donc on a un objectif qui est très simple, qui est dans nos statuts, qui est d'améliorer la prise en charge de la maladie de Lyme dans la région, donc le département de l'Orne et les départements limitrophes, donc dont la Sarthe, la Mayenne, le Calvados, la Manche et l'Eure. Et ça paraît très simple, mais en fait du coup ça entraîne pas mal de choses à faire. On fait de la prévention, on explique aux gens ce que c'est, comment ils peuvent éviter de l'attraper, et s'ils l'attrapent, quels sont les symptômes qu'ils ont, de manière à pouvoir augmenter un petit peu la connaissance du public sur ces pathologies-là. Je rappelle qu'il n'y a pas que la maladie de Lyme, il y a 29 autres maladies. Après, on a aussi une action vis-à-vis des médecins. Il faut dire que dans l'Orne, ça se passe très bien, parce qu'on a eu une très bonne écoute au niveau du Conseil de l'Ordre. On travaille maintenant régulièrement ensemble, avec également la MSA. Et ça a abouti à la formation de à peu près une trentaine de médecins dans la région, en 2 formations sur 2 jours qui ont eu lieu à Alençon. Donc là, de ce côté-là, au niveau du département, ça se passe très bien, et on aimerait bien exporter le modèle dans les départements voisins, mais c'est un petit peu difficile, quoi. C'est ce qu'il faut être sur place, et bon, nous on est vraiment basé sur Alençon, donc c'est pas toujours évident de nouer des contacts. On a aussi un rôle de soutien et d'information pour les personnes qui sont malades, parce que là on a parlé de prévention, ça s'adresse à tout le monde. Après, quand les gens sont malades, ils ont besoin d'en savoir plus sur cette maladie qui est compliquée, et ils ont aussi besoin des fois simplement de pouvoir parler de leurs problèmes, parce qu'ils se sentent extrêmement isolés et souvent en grande détresse. Et puis le dernier volet, c'est de sensibiliser les élus, que ce soit par exemple les maires, pour leur faire mettre des panneaux de prévention sur les chemins qui sont à risque, et puis les députés sénateurs, parce qu'ils ont un rôle à jouer justement au niveau de comment la maladie va être gérée au niveau national. Et il faut dire que là, sur l'Orne, par exemple, nos 3 députés sont tous très, très sensibilisés, et ont déjà posé pas mal de questions écrites orales, ou ont déposé des amendements, etc., pour essayer d'aider les malades de Lyme. Donc de ce côté-là aussi, ça a pas mal avancé dans l'Orne.
Et donc voilà les 4 volets d'action de l'association Orne-Lyme. Alors au niveau de cette association, peut-être des projets ? Eh ben, justement, tout à l'heure, je vous disais, on essaye d'exporter un petit peu le modèle. Nous, ici, on avait eu la chance d'avoir le professeur Perron, qui est vraiment l'infectiologue en France qui connaît le mieux la maladie de Lyme et qui est impliqué pour défendre les malades depuis de nombreuses années. Et donc, il y avait la chance qu'ils viennent à Alençon faire une conférence et ça avait permis justement que les choses changent ici, parce qu'il y avait eu vraiment une prise de conscience de la part des médecins. On va faire la même chose à Laval en association avec Madame Douaneau, qui est sénatrice de la Mayenne, et également avec le docteur Olivier, qui est le président du Conseil de l'Ordre des médecins dans la Mayenne. Donc en fait, c'est une grande conférence qui sera ouverte au public, qui aura lieu à Laval. Alors la date n'est pas encore vraiment fixée, donc je ne peux pas vous la donner, mais ce sera certainement fin février ou mars, ou dans le courant du mois de mars. Et donc le professeur Perron viendra donner sa conférence. Ça sera ouvert à la fois au public, aux malades bien sûr, et puis aux médecins. Et on espère que ça créera le même presque électrochoc qu'il y a eu dans l'Orne quand les médecins ont entendu les témoignages des malades et qu'ils ont pu discuter avec le professeur Perron. Ça a vraiment changé les choses ici, puisqu'on a eu des médecins qui, à partir de ce moment-là, se sont engagés pour se former et pour prendre en charge les malades correctement. Peut-être les contacts de l'association Orne-Lyme. Alors on peut joindre l'association de 2 façons, soit par mail, ce qui est la meilleure façon parce que c'est plus simple pour nous pour gérer, pour garder une trace de notre échange. Parce que quand les gens téléphonent, après on ne sait plus qui c'est, ils rappellent 3 mois après et on n'arrive pas, évidemment, on ne peut pas se souvenir de tout le monde parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous contactent. Donc il faut préférer le mail si vous pouvez. Et donc l'adresse de l'association c'est orne en minuscule, .lyme en minuscule, donc je vais épeler, orne orne.lyme, L-Y-M-E, @ yahoo, Y-A-H-2-O, .com, C-O-M. Attention de ne pas se tromper avec le .fr parce que sinon ça n'arrivera pas. Donc c'est bien yahoo.com. Et après, sinon, pour les gens qui n'ont pas d'adresse internet, qui ne savent pas du tout se servir de ça, et il y en a malheureusement qui sont malades et qui ne peuvent pas le faire. Donc pour ça, on a quand même un téléphone à réserver donc aux gens qui n'ont pas accès à internet ou qui n'ont pas de messagerie. Et donc c'est le 02 33 27 20 50. 02 33 27 20 50. Alors les gens vont tomber sur un répondeur. Il faut absolument laisser ses coordonnées, le nom, le numéro de téléphone et puis si possible à quel moment on peut rappeler. Et donc nous on va les rappeler dans les moments qu'on a disponibles. Faut quand même signaler qu'on est juste une association de malades. On n'est pas payé pour ça. On n'a pas de locaux. On est juste des malades comme les autres. Simplement on est regroupés en association pour arriver à faire changer les choses. Mais voilà, on n'a pas de moyens et on n'est pas une organisation gouvernementale, on est juste une association. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Eh bien oui, je voudrais rajouter quelque chose aussi par rapport à la situation, revenir un petit peu sur la situation nationale, parce que chacun peut faire quelque chose, par exemple en interpellant son député ou son sénateur, ou les deux, pour qu'ils interviennent au niveau du gouvernement, parce que là, on avait en 2016 un plan qui avait été lancé sur la maladie de Lyme et qui avait fait beaucoup de promesses, et là, dans le courant de l'année dernière, on a vu toutes les promesses tomber les unes après les autres. Donc comme je disais, les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui vont dans le bon sens et qui sont normalement celles qui sont à appliquer par les médecins, sont battues en brèche par un groupe de médecins dissidents qui les remettent en cause sans aucun argument valable. Et donc nous, le gouvernement avait demandé à la Haute Autorité de Santé de faire des nouvelles recommandations et quelques médecins bloquent tout. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est la Haute Autorité de Santé qui était chargée de faire la synthèse, qui l'a faite de façon objective. Et il faut que le gouvernement fasse appliquer ces nouvelles recommandations, c'est-à-dire qu'elle informe les médecins que ce sont ces recommandations-là qu'il faut appliquer et pas celles de la Société d'infectiologie qui ne parle que pour elle-même, dans son propre nom et qui n'a absolument aucun argument sérieux par rapport à son propos. Ça, c'est une première chose. Si on a des députés et des sénateurs qui interpellent le gouvernement en lui demandant de faire appliquer finalement le plan pour lequel ils étaient engagés. Et de la même façon, on a eu des centres, et ça c'est bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là-dessus, mais les centres qui ont été nommés comme référence pour Lyme, qui était aussi quelque chose qui avait été annoncé dans le plan,
ce sont tous des centres de référence qui nient l'existence de formes chroniques. Donc on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'en fait pour appliquer les nouvelles recommandations issues du plan Lyme, on a nommé des gens qui disent que la maladie de Lyme n'est pas chronique. Donc je ne vois pas comment. Ils ont déjà annoncé d'ailleurs que la plupart des gens qui allaient venir les voir, ils allaient les renvoyer chez eux en disant qu'ils n'avaient pas Lyme. Donc on est dans une situation ubuesque. Donc ça, c'est pour ça que je veux en parler. S'il y a des gens qui sont concernés par le problème et s'il y a des gens qui veulent faire bouger les choses, eh ben ils peuvent prendre leur plume ou leur ordinateur et écrire au gouvernement et dire qu'il faut que ça cesse. Il faut qu'on s'occupe de nous sérieusement et qu'on arrête de faire le contraire de ce qu'on a promis, parce que nous, les malades de Lyme, en fait, on n'a pas demandé à tomber malade et malheureusement, on sera de plus en plus nombreux et je ne sais pas ce que le gouvernement attend pour prendre les choses en main, parce que si on ne fait rien de sérieux, de toute façon, on va arriver à des situations où on aura une grande partie de la population invalide, donc je vois pas trop l'intérêt qu'on a là-dedans. Voilà. Alors en effet, on comprend bien votre combat. Madame Dubé, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur notre antenne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir interviewé, je vous souhaite une bonne continuation. Merci bien, au revoir. Au revoir. Votre magazine Vie solidaire est terminé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Alpes-Mancel. You